Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, c'est Célia. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, on vous emmène au croisement de deux mondes, la Suisse et le Brésil. Dans cet épisode, nous accueillons Iracy, une femme au parcours aussi inspirant qu'émouvant. Née à Sao Paulo en pleine dictature, elle a vécu plus de 20 ans au Brésil avant de s'installer en Suisse où elle a consacré sa vie professionnelle à l'éducation et à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, elle vit à Sao Paulo. Les entretiens de Synergie Mag. Ça fait plaisir aussi d'avoir une personne qui vient du Brésil. Ah, ouais, ça doit être pas tous les jours que vous interviewez quelqu'un directement du Brésil. Ah, c'est très rare, c'est la première fois. Du coup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors, je m'appelle Iracy. C'est comme ça qu'on dit en portugais, Iracy. Mais en Suisse, on a toujours dit Iracy, donc ça me va aussi. J'ai 61 ans. Je suis née à São Paulo, au Brésil, en pleine dictature, 4 mois avant le coup d'État. J'ai vécu 23 ans au Brésil et mon rêve était de vivre en Europe. Je ne savais pas très bien où j'allais atterrir. J'avais l'idée que ça serait Paris, Londres, Amsterdam, Berlin. Et finalement, j'ai atterri à Genève parce que ma meilleure amie a eu l'opportunité de partir en Suisse. Et 8 mois après, je suis arrivée. À l'époque, mon père travaillait dans une compagnie aérienne, donc j'avais des billets gratuits. Et mon père m'a dit, « Oh, fille, écoute, le billet, il est valable 3 mois. » Et j'ai dit, « Mais papa, je rentre pas avant 10 ans en tout cas. » Et je suis restée 33 ans en Suisse. J'avais commencé des études à la faculté de psychologie. Ensuite, j'ai fait 2 ans. Après, j'ai fait 3 ans en philosophie. Mais j'ai tout arrêté et je suis partie en Suisse. Et en arrivant en Suisse, comme je m'intéresse beaucoup à l'humain, en gardant des enfants, en faisant du babysitting, j'ai découvert un univers magnifique pour découvrir l'humain. Et donc, je me suis formée en tant qu'éducatrice de la petite enfance à Lausanne, à l'ESP. Et j'ai travaillé toute ma vie en Suisse. Depuis auxiliaire en crèche, ensuite éducatrice, responsable pédagogique, coordinatrice des mamans de jour. Et j'ai terminé au service de protection des mineurs en tant qu'intervenante en protection de l'enfant à Genève. Et je suis rentrée au Brésil en pleine pandémie. En 2020, j'ai pris une sorte de retraite anticipée, j'ai pris mon 2e pilier et j'ai acheté un appartement ici au bord de la mer et une caravane que j'ai placée au camping du Nozon à Romamoutier, dans le canton de Vaud. Et donc, c'est mes 2 nids, ici au bord de la mer et à la montagne en Suisse. Et j'ai une fille de 26 ans qui s'appelle Taina. C'est très joli. C'est une aventure, hein? Les entretiens de Synergie Mag. Du coup, comme tu as fait les deux entre la Suisse et le Brésil, qu'est-ce que tu préfères? Pour t'expliquer un petit peu, à un moment donné, en Suisse, je faisais une sorte de thérapie pour travailler mes racines. Parce que je suis une déracinée, Célia. En fait, je prends des racines là où j'atterris. Et il me suffit un matelas et un toit. Et je me sens chez moi. Je peux aller demain en Thaïlande et je vais me sentir totalement chez moi. Donc pour moi, c'est la planète, mon chez moi. C'est clair que j'adore cette planète. C'est clair aussi que j'ai des préférences. Mais entre la Suisse et le Brésil, c'est kiff-kiff. Autant je suis émue quand quand l'avion atterrit en Suisse, autant je suis émue quand il atterrit au Brésil. C'est mes 2 patries parce que j'ai vécu 27 ans au Brésil et 33 ans en Suisse, donc j'ai plus d'années de vie en Suisse. Mais je me sens chez moi dans les 2 et j'adore les 2 pays, j'adore. Vraiment, c'est de l'amour que je ressens autant pour le Brésil que pour la Suisse. Est-ce que tu penses que le Brésil est accessible pour les chaises roulantes ou pas? Le Brésil est un pays de paradoxes. Je crois qu'on est, je sais pas si on est la 8e puissance mondiale, un truc comme ça. Mais on a par exemple, une pauvreté incroyable ici.
et un manque de moyens. Je pense que si tu viens à São Paulo, qui est la plus grande ville du Brésil, tu vas trouver des quartiers où tu vas pouvoir avoir une mobilité, mais c'est très restreint. Les chaussées, elles sont pas adaptées. Les feux rouges, ils donnent peu de temps pour traverser. Il y a un manque aussi de signalétique. Par exemple, les boutons qu'on appuie pour entendre un signal qui nous dit que c'est vert. Les transports publics, c'est très compliqué. À la plupart, à des marches. Donc, ce n'est vraiment pas un pays qui prend vraiment au sérieux le problème de la mobilité. Mais que ce soit pour des personnes qui ont un problème physique, mais aussi pour les mamans avec des poussettes, pour les personnes âgées qui ont un peu plus de difficultés. Donc, c'est vraiment pas facile. Alors, la réponse, c'est non. Il n'y a pas vraiment de ressources et de moyens, malheureusement, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est triste. Les gens sont frustrés. Ils ont peur, mais c'est comme ça. Et ce qui fait que les gens sont à droite et à gauche en voiture. On fait tout en voiture ici parce que c'est très difficile. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de la vie au Brésil? Alors, le Brésil, c'est le 5e pays le plus grand du monde. Donc, c'est un continent. J'ai même fait des recherches pour te donner une idée, Célia. J'ai pris ma calculatrice et j'ai regardé combien de Suisses on pourrait mettre dans le Brésil. T'as une idée de combien de fois on peut mettre la Suisse dans le Brésil? Beaucoup. Je sais pas quel chiffre donner. Bon, je te le donne. Oui. 206. Tu ne prends pas 10, ni 50, ni 100, ni 150, ni 200. Tu prends 206 fois la Suisse. Donc, pour raconter la vie au Brésil, je peux pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce que c'est chez moi, parce que c'est un continent, donc c'est tellement différent. Tout est différent. T'imagines, même la Suisse, si petite et si différente, quand tu vas au Tessin, au Valais, c'est complètement différent. Ce que je peux te dire, c'est que la vie ici, il y a un mot pour vivre au Brésil, il faut être créatif. Parce qu'ici, t'as tellement de choses qui t'arrivent, des bonnes et des mauvaises. C'est comme si tu étais en train d'apprendre à danser tout le temps, tu sais. Tu dois être très flexible parce que y a rien à l'heure, rien n'est comme on t'a dit. Et puis, par exemple, tout se fait par WhatsApp ici. La banque, le médecin, si tu dois faire un contrat pour avoir une carte SIM pour ton téléphone, tout se fait par WhatsApp. Et donc, quand tu appelles quelqu'un, des fois, la plupart du temps, c'est pas écrit, mais des fois, tu parles aussi à quelqu'un. Et du coup, quand j'appelle, j'entends quelqu'un qui dit « Voilà, je parle avec qui ?» Et donc, c'est un accent complètement différent. Je dis « Ouh là là, où es-tu ?» Et il est en Amazonie, où il est, je sais pas, tout au sud. Donc, c'est vraiment, il est de l'autre côté du pays. Et puis, du coup, je demande « Alors, quel temps il fait chez toi ?» Et puis, on commence à discuter. Donc voilà, c'est un truc sérieux. On est en train de parler de contrat ou alors à la banque, des trucs comme ça. Mais tu as cette intimité de parler avec quelqu'un, de rigoler avec une personne que tu n'as jamais vue dans ta vie. C'est par téléphone. Donc il y a cette ouverture. C'est un pays qui a une énorme ouverture par rapport au contact. Moi, je pense que par rapport à la Suisse, on prend plus de temps d'établir un réel contact avec quelqu'un, mais c'est plus profond. Au Brésil, c'est plus rapide, mais ça peut être très superficiel. Comme je t'ai dit, alors comment ça va, quel temps il fait, bon, fini, terminé, on arrête là. Et tu vas plus jamais rencontrer cette personne. Une autre chose aussi, au Brésil, tu peux prendre tous les jours le bus au même arrêt, à peu près à la même heure. Tu ne vas jamais, mais quand je te dis jamais, c'est vraiment jamais. Tu vas jamais rencontrer les mêmes personnes dans le bus. Jamais. Et quand j'ai vu ça en Suisse, la première fois, je me suis dit, oh, cette personne était là hier. Et puis le lendemain, elle est de nouveau là. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est parce que le bus, il passe à 13h13 dans cet arrêt-là et les gens sont là. Ici, jamais tu vas rencontrer la même personne au même endroit parce que São Paulo, c'est une ville de 12 millions d'habitants. Donc, 12 millions. La Suisse, elle a 9 millions dans tout le pays. Une ville, sans compter la grande banlieue, etc. La ville de São Paulo, elle a 12 millions d'habitants.
Donc, le pays, c'est ça, c'est très diversifié. Et quand tu vas, par exemple, dans une ville comme São Paulo, c'est pas partout comme ça, hein, je parle de São Paulo. Tu vas rencontrer des Noirs, des Bruns, des Blancs, des Asiatiques, des Indiens, des Arabes. Tu vas rencontrer toute la planète dans une seule ville. Et ça, on vient de faire paraître un article parlant de l'ADN du Brésilien. Et il paraît que l'ADN du Brésilien a toute la planète là-dedans. Et ça va être très intéressant pour la science, pour étudier, je sais pas, des médicaments, des choses comme ça. Parce que l'ADN du Brésilien, il concentre toutes sortes de peuples. Donc, quand j'étais à l'école, j'avais appris que le Brésil avait été découvert en 1500, le 22 avril 1500. En fait, il n'a pas été découvert, il a été envahi par les Portugais qui sont restés ici jusqu'à 1822. C'est seulement en 1822 que le Brésil est devenu indépendant et il y a eu 350 ans d'esclavage. Et le Brésil a été le pays où il y a eu le plus grand nombre d'esclaves et le plus longtemps. Donc, on a aujourd'hui dans le pays 55% de la population est noire ou brune comme moi. Moi, je suis brune. J'ai les yeux bruns, les cheveux bruns. Je suis née blanche, mais je pense que j'ai pris tellement de soleil que je suis plus jamais devenue blanche. Donc, j'ai dû faire ma carte d'électrice et puis on m'a demandé, la couleur. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, là, je suis brune, mais dans mon acte de naissance, c'est marqué blanche. Mais le Brésil, il a, 55% de noirs ou de bruns, 43% de blancs, 0,6% d'Indiens. Tandis que les Indiens, ils étaient 10 millions quand les Portugais sont arrivés ici. Aujourd'hui, c'est 0,6%. On a 212 millions d'habitants. Donc après, je te laisse faire le calcul. 212 millions fois 0,6%, ça donne le nombre d'Indiens. Et puis 0,4% d'Asiatiques. Mais quand on a 212 millions de personnes, ça fait beaucoup de monde. Malgré le fait que c'est un pays de 55% de personnes qui ne sont pas blanches, qui sont soit noires, soit brunes, c'est un pays très raciste. Et cet héritage vient justement de ces 350 ans. On dit esclavage, non? Oui. C'est terrible ici. On a de la peine, malgré tous les efforts de plein de politiciens, d'artistes, de toutes sortes de gens qui ont une voix importante ici. On a de la peine à faire passer le message. Déjà que les gens avouent que le pays est raciste et qu'ils changent de comportement. Donc c'est très triste ça au Brésil parce que c'est un pays d'une culture noire. Il y a un écrivain brésilien qui s'appelle Jorge Amado, qui est l'un des plus grands au Brésil. Le Brésil a énormément d'écrivains très connus dans le monde. Et Jorge Amado en est un. Et il a dit que le noir a sauvé le Brésil de la tristesse. Et c'est vrai, parce que les Noirs nous ont amené la musique, la danse, la peinture, la manière de s'habiller, la manière d'être. Donc, le Brésil, il a été construit par les Noirs. Et je dirais aussi par les Indiens. Même si aujourd'hui, ils sont que 0,6%, mais ils ont une grande influence tout au nord du Brésil. Donc, c'est un pays d'une culture magnifique, très diversifiée. On a tout ici. On a le théâtre, la musique, la danse et aussi l'architecture, des ingénieurs magnifiques qui construisent des ponts incroyables ici. On a un savoir et on a une culture tellement importante au Brésil qu'on pourrait être une immense puissance mondiale. Mais les pays comme les États-Unis surtout ne nous laissent pas trop assumer cette position parce que je pense que le jour où le Brésil devient vraiment cette puissance qu'il est déjà, mais qu'on le laisse pas prendre cette place, je pense que, ça va être un pays incroyable, vraiment. Malgré tous les problèmes que je te raconte, c'est un pays qui vaut la peine d'être visité. Je suis sûre que si un jour tu viens ici, tu vas adorer les entretiens de Synergie Mag. Il y a une chose dont je suis très fière. C'est un système unique au monde. Ça s'appelle SUS, S-U-S. Système unique de santé qui est universel et gratuit. Donc même toi au Brésil, même en n'étant pas brésilienne, si tu arrives ici et que tu as un problème, tu peux consulter un médecin à l'hôpital ou dans une clinique du SUS et tu ne vas rien payer parce que c'est gratuit. Donc c'est un système de santé qui est gratuit avec tous les problèmes
on doit attendre longtemps pour se faire opérer ou pour avoir une consultation. Mais à part ces cas extrêmes, c'est un système qui marche. Je connais plein de gens, et pas seulement des gens qui ont des problèmes, qui sont dans la pauvreté. Non, même des gens qui travaillent et qui ont un salaire et tout ça. Ils utilisent le SUS parce que les caisses maladie ici, elles sont terriblement chères. Et si tu n'as pas un travail avec une assurance liée à ton travail, une assurance collective, ça existe aussi, c'est très très cher. Pour te donner une idée, à mon âge, à partir de 59 ans, on paye beaucoup plus cher. Et la moins chère que j'ai trouvée ici était de 350 francs par mois. Pour te donner une idée, avec un real, qui est la monnaie brésilienne, j'ai même pas 15 centimes de francs. Avec 1 franc, tu as 7 reais ici. Donc, la monnaie brésilienne, elle vaut absolument rien du tout. Donc, pour une monnaie qui vaut rien du tout et qui demande, un pays qui a une assurance maladie qui demande 350 francs, c'est terriblement cher. Le salaire minimum ici est 1500 francs et 350 francs actuellement, c'est plus de 2000, c'est je crois même 2500. Donc, c'est beaucoup plus qu'un salaire minimum. C'est terriblement cher. Donc, le SUS est quelque chose dont je suis très fière. C'est un système unique au monde. C'est le seul pays où c'est vraiment universel et totalement gratuit. Que ce soit le dentiste, le médecin, le pédiatre, le cardiologue, n'importe quoi. C'est gratuit. Et justement, le SUS a toujours été en place? Peut-être c'était depuis les années 40 ou 50 déjà, tu vois. Ok. Mais c'est un système qui existe depuis longtemps. Bon, le système de santé du Brésil, justement, le SUS, sur 191 pays, il est en 125e position, pour te donner une ordre d'idée. Donc, il peut y avoir beaucoup d'attentes et il y a peut-être pas partout des unités, peut-être dans des lieux très reculés, parce que c'est un immense pays, il y en a pas. Par exemple, en Amazonie, les Indiens, ils ont besoin de médecins qui arrivent par petites barques parce que ils sont dans des lieux tellement reculés, loin des villes, que les médecins, ils doivent se déplacer un tout petit bateau au milieu de tout ce qu'il y a là-bas pour aller soigner ces gens. Ou alors avec des hydroavions. Il y a beaucoup de choses à faire au Brésil encore par rapport à ça, hein. Mais quand même, c'est un système qui est à disposition là où il existe. Et puis, en tant qu'éducatrice, je voulais aussi te parler de l'éducation parce que c'est aussi un problème au pays. Donc, on a beaucoup souffert avec la pandémie. On était déjà avec des chiffres pas bons du tout et avec la pandémie, c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, il y a parmi les jeunes de la 9e année, 69% de ces jeunes n'ont pas encore acquis les bases requises en portugais. C'est énorme. C'est par rapport aux écoles publiques. C'est clair qu'il y a des écoles privées qui ont un autre niveau d'enseignement, mais pour ce qui est des écoles publiques, on a 69% qui n'ont pas atteint ce qui est exigé à la 9e année. Et pour les enfants de 2e année, 56% ne savent pas lire et écrire. Donc, ils ont 8 ans et ils savent pas lire et écrire. Donc, il y a un énorme travail à faire encore au Brésil en termes d'éducation dans des écoles publiques. C'est aussi, à mon avis, un héritage de cet esclavage qu'il y a eu ici, où on sait très bien que la plupart des pauvres ici au Brésil sont bruns ou noirs, et c'est vraiment une population qui est laissée pour compte. Le gouvernement, même avec Lula, a de la peine à faire passer des budgets qui donnent des ressources, par exemple, pour des formations spécifiques pour des professeurs, pour des personnes à mobilité réduite, par exemple. Seulement 15% des professeurs des écoles publiques au Brésil ont une formation spécifique pour les personnes à mobilité réduite. Moins de 10% du matériel didactique sont à disposition à des formats accessibles. Par exemple, des tablettes, des moyens qui vont faciliter l'enseignement pour les personnes à mobilité réduite. Et seulement 30% des écoles publiques ont des ressources pour accueillir des élèves malvoyants ou aveugles. Il y a beaucoup à faire encore, Célia, ici au Brésil, par rapport à des inégalités sociales, à l'éducation, à l'accès aux personnes à mobilité réduite, tout ça. Il y a beaucoup à faire ici. C'est très touchant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est pas facile, je pense, avec tout ça.
On a eu la dictature ici au Brésil. Les militaires ont pris le pouvoir en 64. Ils sont restés jusqu'en 85. Et on a une nouvelle constitution depuis 88. Et du coup, on a depuis 2015 seulement une loi qui s'appelle loi de l'inclusion pour assurer l'accès et l'inclusion à toute personne. Donc c'est récent, 2015. Et on a le statut de l'enfant et de l'adolescent qui date de 1990 où tout enfant, y compris les enfants à besoins spécifiques, ont droit à un toit, à la santé, à l'école, à des soins, etc. Mais par rapport à l'inclusion, c'est 2015, tu vois, donc c'est récent. On est encore au Moyen-Âge ici, quand je viens en Suisse et que je vois tout ce qu'on a déjà fait pour les personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées ou, comme je t'ai dit, pour les mamans avec les poussettes. Oh là là, c'est énorme. Au Brésil, on a encore beaucoup à faire. Je pense qu'au Brésil, s'il faisait comme la Suisse fait actuellement, ça irait beaucoup mieux. Et c'est ce que je vois ici au Brésil, parce que c'est un pays où c'est pas facile à vivre, mais on trouve toujours une manière de s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est admirable. Cette envie, cette force de vie qu'on a, nous, les humains, les animaux aussi, j'imagine, mais l'humain, il a encore cette conscience, Peut-être l'animal, il a pas la conscience de ce qui lui est arrivé, voilà, ce qu'il était avant, ce qu'il sera après. Mais l'humain, il a ça, et ça, c'est un cadeau, et c'est quand même, des fois, un cadeau empoisonné, parce que des fois, on n'aimerait pas avoir cette conscience-là. Mais malgré tout ça, on est créatif, on va puiser là où il y a une ressource, et il y a toujours une ressource. J'ai une foi énorme en l'humain. Vraiment. Je pense que même si l'état de la planète il est déplorable, je pense qu'il y a encore beaucoup d'humains qui vont réagir et qui réagissent déjà aujourd'hui, qui sont en train de faire plein de choses. C'est avec ça qu'on doit connecter, avec cette force-là. Et au Brésil, on a énormément de force. C'est un pays où il y a une énergie de vie qui est incroyable. Et si un jour tu viendras au Brésil, tu vas sentir cette énergie, cette joie de vivre malgré tous les problèmes. On rigole beaucoup ici, on rigole tout le temps, même dans le malheur, on rigole. Il y a une force de vie ici. Et je pense que c'est ça que les gens qui visitent le Brésil disent, mais ce pays, il est juste incroyable. Parce qu'il y a cette énergie-là. J'espère qu'un jour tu viendras ici au Brésil. Oui, j'espère aussi. Les entretiens de Synergie Mag. Je sais que l'une de tes questions, c'est sur la cuisine brésilienne. C'est clair que t'imagines un pays aussi grand avec tellement d'influences d'Indiens, d'Italiens, d'Arabes, les Noirs, les Portugais, les Espagnols. On a tout eu ici. On a été envahis par les Portugais, les Espagnols, les Français, les Hollandais, les Anglais. Donc, on a un héritage de plein de gens. Mais pour moi, la meilleure cuisine brésilienne, c'est la cuisine de l'État de Minas Gerais. Minas, ça veut dire mine, parce qu'il y a énormément de pierres précieuses là-bas et de l'or et de matières premières incroyables. Et ils ont une cuisine, mais tout est bon chez eux. Autant les desserts que les plats. Il y a beaucoup de choses faites avec les haricots aussi, qui ont été amenés par les noirs, les haricots noirs, les haricots bruns, la farine de maïs, des choses faites avec de la viande de porc, la viande de bœuf. Il y a les fromages, des fromages mais délicieux. D'ailleurs, le président Macron, la dernière fois qu'il est venu au Brésil, je crois que c'était l'année passée, figure-toi que le président, qui s'appelle Lula, a offert à Macron un panier rempli de fromage brésilien. Il a fait exprès. Et Macron a été très surpris parce qu'il aurait jamais imaginé qu'il y avait du fromage comme ça, si diversifié et si bon. Et en plus, offrir du fromage en français, il faut avoir du culot. Et aussi, à Minas Gerais, il y a la cachaça, que c'est l'eau de vie faite avec de la canne à sucre et les cachaças qui est la base de la caipirinha. Donc, les cachaças de Minas Gerais sont les meilleures du monde. Donc, là-bas, tu peux commencer avec l'entrée, le plat, le deuxième plat, le troisième plat, le dessert, la cachaça, même le café chez eux. Ils ont beaucoup de café. Ça a commencé là-bas, le café. Le Brésil est exportateur de café, l'un des plus grands du monde. Donc, il y a tout là-bas qui est magnifique. Et puis, la caipirinha, si tu veux savoir comment on l'a fait, oui, tu prends un citron vert par verre. Donc, si tu as 2 verres, il faut 2 citrons verts. Tu coupes le citron vert en morceaux
tu gardes 3-4 morceaux et tu prends un pilon et donc tu peux faire aussi directement dans un verre si le verre est très robuste. Moi, je fais directement dans le verre. Donc, tu mets les morceaux de citron avec une bonne cuillère à sucre et il faut que ce soit du sucre blanc parce qu'on est vraiment dans l'interdit. Donc, c'est du sucre raffiné avec du citron que tu vas vraiment essayer de faire une pâte avec ça. Tu vas moudre jusqu'à ce que ça devienne une sorte de pâte, une sorte de truc assez onctueux. Et là-dessus, tu verses la cachasse, tu mélanges et après, tu rajoutes le reste du citron et des glaçons que tu as concassés. Il faut qu'ils soient vraiment un tout petit morceau. Pas comme la granita, mais quand même un tout petit morceau. Et là, tu as la vraie cachasse. Et en plus, si tu prends une de Minas Gerais, tu vas boire ça comme du sirop, Célia. On va pas pouvoir parler. Tu vas plus savoir comment tu t'appelles, que c'est tellement bon. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on écrit cachasse, s'il te plaît? C'est C de Célia, A de amour, C de Célia, H de hôtel, A de amour, C cédille, comme ça, A, cachaça. Mais au Brésil, on appelle aussi pinga. C'est aussi le synonyme de cachasse. Et elles sont vraiment très bonnes. Et d'ailleurs, la cachasse, elle est incolore, comme l'eau. Mais il y a des cachasses à Minas Gerais qui sont de la couleur du whisky. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot en portugais, s'il te plaît? Você é muito bonita. Ça veut dire quoi? Você, ça veut dire tu. Oui. Você é, c'est tu es. Muito, ça veut dire très. Et você é muito bonita, ça veut dire tu es très belle. Ah, obrigada. Toi aussi, tu es très belle. Merci infiniment pour tout. C'était cool. Mais c'est avec plaisir. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager.